arrive toujours à s'en sortir. On peut ne pas avoir beaucoup d'argent, on peut ne pas réussir énormément, mais le travail, la rigueur, le courage, ce sont, je dirais, les vertus cardinales quoi, pour pouvoir réussir et gagner de l'argent. Je suis un citoyen franco-béninois, si je puis dire, puisque je réside quand même à l'étranger, en France précisément. J'ai fait des études économiques et comptables et j'ai exercé différents métiers, notamment de conseil d'entreprise dans différents domaines. J'ai dirigé également des entreprises. Donc voilà, il m'est arrivé aussi de m'intéresser à la politique dans mon pays d'origine, qui est le Bénin. D'abord, j'ai toujours aimé la politique, assez jeune d'ailleurs, je n'ai jamais su pourquoi. Il se trouve que l'occasion m'a été donnée de venir m'installer quelques années au Bénin pour tenter de faire de la politique. Ce fut déjà le cas en 1994-99, où j'ai participé déjà aux élections législatives de 1995. Bon, ça n'avait pas non plus prospéré, donc je suis reparti en France pour continuer mon métier, parce qu'après tout, faire de la politique c'est une chose, mais je dirais que on n'a pas vocation à ne faire que de la politique. On peut faire quand même autre chose. On peut servir aussi autrement. On peut même servir son pays en étant à l'étranger. Ce n'est pas forcément sur le théâtre domestique qu'on doit servir son pays. J'ai donc essayé en 1995 d'être candidat aux législatives. Et en 2006, quasiment 10 ans, 11 ans plus tard, bon, j'ai présenté ma candidature aux élections présidentielles. Alors pourquoi présidentielle? C'est parce que simplement je me sentais capable, d'une façon ou d'une autre, de diriger mon pays. Mais l'important, ce n'est pas tellement de réussir, c'est d'abord d'essayer, d'une part. D'autre part, je pense que cette participation que j'ai pu avoir, j'ai pu dégager des idées phares que d'autres ont repris. Pour moi, c'est déjà pas mal. Ça montre que j'ai quand même été écouté sur certains pans. Il est important, dans tous les cas dans la vie, d'avoir un minimum. Parce qu'on dit toujours qu'un minimum de bien-être est nécessaire à l'exercice de la vertu. Si vous n'avez pas un minimum, il est difficile qu'on vous demande d'être vertueux. Par contre, oui, moi je ne comprends pas qu'on veuille avoir le maximum de bien-être. D'un point de vue de ce qu'on pourrait appeler la richesse, c'est-à-dire de l'argent. Je ne comprends pas très bien, parce que l'homme n'a pas besoin de tout ça. La preuve, les choses les plus essentielles dans la vie nous sont offertes gratuitement. Voilà, donc la richesse pour moi, c'est d'abord le partage. Parce qu'une société ne se construit qu'autour d'abord d'une famille ou d'une juxtaposition de famille. Donc forcément dans la famille, on parle souvent de solidarité. Et donc quand on peut avoir de la solidarité entre un père, une mère avec des enfants, et qu'on peut décliner ce genre de solidarité en société, je pense que c'est là véritablement la richesse. C'est le fait d'avoir à partager, au fond, de l'attention, de la bienveillance, au fond, comment dirais-je, donner, quoi, en fin de compte, donner. Mais très honnêtement, le fait de donner ne veut pas dire que vous faites quelque chose. On donne parce qu'on a besoin de se soulager aussi. Parce que si vous ne donnez pas, ben, forcément, vous allez vivre dans une société dans laquelle vous ne serez pas heureux. Parce que si vous voyez en face de vous ou autour de vous un océan de misère, vous êtes quand même amené à vous y pencher. Et donc à vouloir que les autres aussi aient de quoi vivre, pour ne pas évidemment passer sa vie à donner. Il vaut mieux plutôt aider quelqu'un à pêcher le poisson que de passer son temps à lui donner du poisson. Donc je pense que la vraie richesse dans la vie, c'est des choses, je dirais, qui ne sont même pas quantifiables. Le maximum de bien-être vous amène à vous barricader. Le maximum de bien-être vous empêche même de vous balader dans la rue. Le maximum de bien-être vous amène à faire des barbelés autour de votre maison.
Et là, ce n'est plus une vie. Parce que là, vous vivez en vase clos, parce que vous avez peur que justement, on en vienne à attenter à votre vie ou à attenter à la vie de vos proches ou de vos enfants ou de votre femme, enfin, ainsi de suite. Donc par conséquent, le maximum de bien-être attire forcément la convoitise et donc attire peut-être le danger. Et donc par conséquent, il faut avoir le bien-être qui vous permet d'être encore soluble dans la société, c'est-à-dire d'être encore invisible, d'être presque voilà, le commun des mortels, de pouvoir se lever, marcher dans la rue sans être embêté. Vous savez, il y a des gens qui sont riches et qui ne sont pas heureux. Il y a des gens qui sont riches et je dirais, on peut dire qu'ils ont peut-être réussi, mais ils n'ont pas réussi tous les pans de leur vie. Si vous êtes malade en étant riche, vous voyez, c'est problématique. Si vous avez des enfants malades ou quelqu'un de votre famille malade, vous avez beau être riche, oui, vous êtes quand même plus ou moins embêté. Et donc par conséquent, la réussite, c'est d'arriver quand même à réussir plus ou moins dans tous ces aspects de la vie. Et ce n'est pas que l'abondance de la richesse, c'est aussi l'abondance d'amour que vous pouvez avoir autour de vous, dans votre milieu, dans votre environnement. Et donc, oui, tout ça, ça fait partie de la richesse. Il n'y a pas que la richesse matérielle. Mais il y a des armes pour réussir qui passent quand même par un minimum d'apprentissage. Je ne dirais pas forcément de diplôme, mais d'apprentissage. Et la vie en elle-même est une grande école. Bon, je pense que d'abord, il n'y a pas de meilleure religion. Toutes les religions se valent. La plupart d'entre nous, nous pratiquons des religions tout simplement parce que nous y sommes nés. En fait, c'est ce qu'on a connu. Mais toutes les religions monothéistes, les grandes religions monothéistes se valent, puisqu'elles ont toutes des adeptes en quantité suffisante sur tous les continents. Et donc, par conséquent, il serait difficile de dire qu'il y a une religion qui vaut plus qu'une autre. Ce sont les colons qui ont fait qu'aujourd'hui, notre religion a été plus ou moins, non pas abandonnée, mais voilà, a été un peu décriée. Parce que tout simplement, ils sont venus avec leur religion, venant nous coloniser, ils nous ont colonisés en nous demandant d'abandonner plus ou moins notre religion, ou nos religions, ou nos manières de faire. Et donc, c'est ce qui s'est passé, ce qui explique aujourd'hui notre religion, enfin, nos religions endogènes ont moins prospéré, mais en réalité, elles n'ont rien envié aux autres religions. Je pense tout simplement que il n'y a même pratiquement rien d'ésotérique, je dirais, dans nos religions endogènes. Quand vous voyez comment ça se pratique, et on vous les explique, ou on vous explique, moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir affaire à une confrérie d'ésotérisme, si vous pouvez dire. Non, je pense que c'est une religion comme une autre. Heureusement que, je dirais, grâce à l'esclavage, ça ne s'est pas perdu, puisqu'on retrouve davantage d'adeptes de ces religions endogènes, même à l'étranger, à Cuba, au Brésil, ailleurs, aux Antilles, que même parfois au Bénin ou au Nigeria. Donc, oui, on ne devrait pas avoir honte de notre religion. La seule chose, c'est qu'on a connu ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Mais ce n'est pas seulement sur un plan religieux, même culturel, éducatif, tout ça. Voilà, ils sont venus, comme disait la boutade, ils sont venus avec les armes, enfin avec la Bible, du moins, pardon. Ils sont venus avec la Bible et les armes, et ils sont repartis avec nos terres, pendant que nous, on a pris leur Bible. Bon, donc, quelque part, je dirais que fort heureusement, les gens en prennent conscience. L'intelligence est répartie dans toutes les communautés et je suis très fier des Noirs aujourd'hui parce qu'ils revendiquent leur appartenance. Il ne s'agit pas, je dirais, d'enseigner aux gens
comment faire pour devenir fonctionnaire aujourd'hui, puisqu'il n'y aura jamais assez d'emplois. L'État ne pourra jamais fournir assez d'emplois. Et donc, il vaut mieux les former assez rapidement, assez tôt, pour devenir eux-mêmes leurs propres patrons. Et c'est ainsi qu'on peut avoir dans un pays un tissu économique dense. D'abord, c'est impossible, je dirais, aujourd'hui, de s'investir dans un domaine sans faire un minimum je dirais, d'études de marché, d'accord, donc de business plan. Ça, c'est le point de départ, parce qu'il s'agit de connaître le marché, connaître la concurrence et savoir oui, comment faire pour réussir sur ce marché. Par conséquent, le business plan, c'est d'abord simplement un tableau directif. Cela ne veut pas dire que parce que vous avez un business plan, que l'affaire est déjà dans le sac. Mais il faut savoir que l'élaboration d'un business plan prend en compte également les imprévus. D'accord ? Et donc, par conséquent, il est indispensable d'avoir de la lisibilité et de la visibilité et éventuellement de pouvoir corriger les écarts lorsqu'on s'écarte plus ou moins de ce qui se trouve, je dirais, les éléments financiers du business plan, quand on s'en écarte, de pouvoir les corriger au fur et à mesure. Mais sans cela, il est difficile, je dirais, de savoir où est-ce qu'on commet des erreurs, qu'est-ce qui a provoqué ce genre d'erreur, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir corriger ce type d'erreur. Par conséquent, il faut absolument un business plan. C'est pas non plus la potion miracle, magique, mais c'est indispensable. Il ne faut pas confondre les finances de l'entreprise avec votre poche, déjà. Ça, c'est la première chose. Par conséquent, ce qui est pour l'entreprise est pour l'entreprise et doit être géré dans l'intérêt de l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Cela veut dire que vous avez des process de traçabilité, des process de comptabilité, analytique, gérés par d'autres et non par vous, et qui font que, oui, l'entreprise présente, je dirais, des fondamentaux solides sur lesquels des investisseurs potentiels peuvent venir, je dirais, vérifier avant de prendre une quelconque décision d'investir dans votre entreprise. On a eu envie aussi d'aller se coltiner avec l'extérieur. Donc quand je vois aujourd'hui des jeunes qui décident de partir, soit parce qu'ils n'y trouvent pas un avenir dans leur environnement, soit parce qu'il y a la guerre, soit parce qu'il y a la famine dans d'autres pays, soit parce que simplement ils ont envie d'aller se coltiner avec autre chose. Et donc par cette volonté-là qu'ils ont, pour moi c'est normal. On ne devrait pas les critiquer, sauf qu'aujourd'hui, parvenir, je dirais, aller dans d'autres pays africains, oui, mais aller en Europe, c'est quand même plus compliqué. Et je regrette qu'un contingent d'Africains aille souvent un peu s'échouer dans les mers pour partir en Occident. Je ne suis pas capable de donner un avis moralisateur parce que simplement, je pense que s'ils le font, oui, ça doit être un peu dans la nature humaine d'aller probablement un peu vers d'autres horizons si on pense que c'est peut-être mieux, l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. C'est normal, mais c'est quand même regrettable qu'effectivement on y perde de vaillants jeunes qui, certains, oui, arrivent à faire la traversée, d'autres non, d'autres pas. Je peux faire une petite comparaison, je ne sais pas si c'est le cas, mais les colons, lorsqu'ils venaient à l'époque en chaloupe, en bateau pour venir en Afrique ou faire le tour du monde, beaucoup y mouraient aussi dans les océans, hein, bon, sauf que ce n'est pas le même nombre. Ensuite, quand ces mêmes colons venaient en Afrique ou en Amérique, je dirais, chercher des esclaves, vous imaginez bien que tous les bateaux n'arrivaient pas à bon port et que certains se noyaient aussi, ces bateaux-là. Par conséquent, le désir de voyage, de se déplacer, c'est un désir qui est humain, qui est normal, qui peut se comprendre. Et d'ailleurs, moi, je plaide d'ailleurs pour que l'espace francophone
puisqu'on parle de francophonie, soit exemple de visa. Il faut que les Africains, je suis convaincu que si les Africains allaient en Occident comme ils veulent, ils n'y resteraient pas, ils allaient revenir. Parce que tout simplement, l'herbe n'est pas plus verte là-bas. Et donc, c'est le refus, c'est l'interdiction qui les amène à vouloir transcender ces interdictions-là et aller là-bas. Mais si les frontières étaient ouvertes, je suis convaincu qu'ils iront, ils reviendront en Afrique parce qu'ils se rendront compte que tout se fait ici en Afrique, aujourd'hui, et non là-bas. Non, le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Je veux dire que, de sorte que ce que vous faites comme travail devienne pour vous presque un peu un jeu. L'essentiel, c'est quand même de se faire former et pour avoir une profession. Voilà. C'est le conseil que je peux donner. Il n'y a pas de préférence pour un métier. Hein. Il faut faire le métier de son choix, le métier qui vous convienne. Et donc, par conséquent, il faut avoir un métier pour avoir une famille.